re-engineer their structure, their persons, the size of the offices, and so forth. So I think we might want to consider the visibility issue in the context, in a broader context of the institutional reform. And then we strengthen the ECOWAS representations on the ground, both at the national level, which is the national units, as well as the ambassadorial level, and we can now move forward with that. Those are the only two comments I want to make on the first issue of representation. When it comes to the bilateral size factories, it is correct. Negotiations started. There were high hopes. And the reason there were high hopes is that the outcome of that exercise has greater benefits for us in West Africa. We imagine if we got to the place where we eliminated malaria, the impact it will have. And so these three factories that were designed, when we did the costing of the three factories, the one in Germany, the one in Cote d'Ivoire, Ghana, and Nigeria, we were talking about between $90 to $100 million to have all three factories built and furnished with all the facilities. Now, we were negotiating with the Venezuelan government. This was before President Chavez, passed away, and there were high hopes. They committed themselves, and just at that stage, when the government had to change because of that, the negotiations sort of stalled, but it came back to life about a year after. During that time, we took another approach. Member states that had some resources could start coming to the table. So get the process going and move the 100% reliance on donor. But that came in the wake of crisis in many of our countries, and as a result, this project began to suffer somehow. So, Mr. Chairman, I think if we listen to what the DG said, and what I'm saying is that the essence of that factory, if we can get it done, we were told by the experts that after 5 years, we should eliminate those mosquito hideouts. And at the same time, the same factory can be used to produce what we're discussing here, medicine. So the factory, once they are put in place, they will serve dual purposes. They will create a biologicide, which you can use for 5 years, eliminate mosquitoes, and then use the same factories to do other things, including making medicine in our sub-region. So I will ask parliamentarians to take this, at least this committee, take it to your colleagues, that member states should start thinking through how to assist or how to chip in with donors for us to get these factories going. It's one of the biggest things we can do for our people in West Africa. Again, thank you for this opportunity, and of course I wish this committee well. I noticed from the program there are a couple of things I will still be part of since I'm in town. Thank you very much, Mr. Chairman. Bom, então eu ia dizendo que durante o esclarecimento do Sr. Diretor-Geral da OAS surgiram algumas preocupações. Qual é a contribuição que a OAS tem dado para eventuais reformas dos nossos sistemas de saúde, para melhorar a prestação de cuidados de saúde? Sobretudo porque ele falou de alguma insuficiência do aproveitamento do setor privado enquanto complemento importante para o setor público. E também se ele podia falar um pouco mais em termos de investigação, quais são as relações entre a OAS e diferentes escolas de medicina, tanto a nível da região como a nível internacional.
Portanto, são essas duas preocupações basicamente que me surgiram na sequência do esclarecimento do Sr. Diretor-Geral da OAS. Muito obrigado. Les interventions de l'OAS pour mieux renforcer les capacités des autorités de l'éducation. Sans mieux renforcer les autorités, d'abord, ce que l'OAS fait, c'est de s'assurer que les autorités sont en place à chaque pays. Que les autorités qui sont en place, nous avons les compétences au niveau de ces autorités, en termes de composition et de qualité des personnes qui sont dans ces comités. Une fois que cela est fait, il y a des sessions de formation que nous faisons pour les membres de ces autorités sur la base des résolutions régionales qui doivent être appliquées selon les spécificités de chaque pays. Donc c'est ce travail que l'OAS fait pour donner des guides de comment ces autorités peuvent être renforcées. Sur la question de l'harmonisation des procédures, là également, il s'agit de prendre en tant qu'organe régional les bonnes pratiques qui sont faites partout et de bien les partager de façon à créer un langage commun par rapport à ce que nous faisons. Et c'est là dans plusieurs domaines. Dans le domaine d'abord de la production, par rapport au respect des standards et des respect des certifications, des pré-certifications, par rapport à l'approvisionnement, comment on doit s'organiser pour mieux approvisionner nos pays et de nos centrales d'achat jusqu'au niveau rural où les besoins se font sentir. La question de la distribution, de la chaîne de distribution des médicaments et la question de l'utilisation des médicaments. Donc, il y a une question d'harmonisation sur la production, l'approvisionnement, la distribution et l'utilisation adéquate des médicaments. C'est sur tous ces éléments que l'OAS apporte son expertise et accompagne les autorités de régulation et les autres mécanismes en place au niveau des États. Pour le deuxième député, l'honorable qui a posé la question par rapport au système de santé, de renforcement, ce que nous mettons en avant, c'est d'abord dans nos États qu'il y ait une politique de respect de la pyramide sanitaire avec les 3 niveaux clés de la pyramide sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons très souvent dans nos pays, on fait beaucoup la politique hospitalière plutôt que la politique des soins de santé primaire qui permettent de toucher le maximum. Donc là encore, nous avons des documents et nous produisons des documents, des plaidoyers pour influencer les politiques. Nous avons même des produits de recherche qui ont produit des évidences et que nous avons partagées avec les experts des pays. Pour que nous mettions davantage l'accent sur les centres de santé à la base, avec les stratégies dont nous avons parlé, les stratégies fixes, les stratégies avancées et les stratégies mobiles qui permettent d'atteindre les populations rurales, les populations dans les îles reculées. Et quand je dis stratégie mobile, ce sont des stratégies qui permettent non seulement de faire de la vaccination, mais qui permettent également de donner des services de santé de la reproduction et d'autres services complémentaires. Ensuite, les districts sanitaires, où il doit y avoir l'hôpital de district qui permet de prendre en compte les cas qui sont considérés des cas de deuxième niveau. Il ne faudrait pas que les structures de deuxième niveau fassent le travail du premier niveau. Il faut que tous les cas primaires soient enregistrés au niveau de ce secteur de soins. Ensuite, comme je l'ai dit, le district qui permet autour de tous les centres de santé de coordonner la santé dans une zone bien définie. Et enfin, la structure hospitalière qui est le niveau tertiaire dans la pyramide sanitaire. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de nos pays, je vais le dire comme ça, sans langue de bois, parce que la politique veut qu'on fasse de gros investissements, de gros hôpitaux dans les grandes villes. Parce que c'est visible pour nos hommes politiques très souvent. Mais ce n'est pas un investissement rentable en matière de santé. Quand vous mettez 50 milliards pour construire un grand hôpital dans une grande ville, vous n'avez pas rendu service à l'ensemble de la population, surtout les populations rurales. Alors qu'avec les mêmes 50 milliards, vous allez construire 10 hôpitaux de district et peut-être 100 centres de santé qui seront
bien utilisés avec un bon personnel dans l'ensemble du pays, dans le fond des pays, notamment à la frontière. C'est ça la politique que fait l'OAS de promotion des soins de santé. Le respect des 3 niveaux de la pyramide sanitaire avec un accent fort sur le premier niveau où nous savons que plus de 50-60% de la population réside dans les milieux ruraux, dans les zones reculées, dans les zones frontalières, où il n'existe pas de soins. Et c'est ça qu'on doit faire davantage. Et nous avons parlé du secteur privé. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer le secteur privé dans l'élaboration des politiques sectorielles de santé. Parce que de plus en plus, le secteur privé joue un rôle important. Au Nigeria, les études nous ont montré que 60% de l'offre de santé, c'est le secteur privé. Comment tu peux faire une politique de santé et ignorer cette frange de l'offre de soins? Donc nous avons dit que désormais, il faudrait que le secteur privé soit pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle l'OAS organise une plateforme de négociation et de concertation avec les secteurs privés, de façon à ce qu'ils intègrent, parce qu'il y a ces dialogues qui manquent entre le secteur privé et le secteur public sur lesquels nous travaillons ensemble. La dernière partie de sa question, c'est la relation entre l'OAS et les écoles de formation. Oui, l'OAS travaille avec l'ensemble des universités de nos 15 États. L'ensemble de nos experts sont mis en pool pour produire tous les documents que nous utilisons actuellement dans nos universités. Les facultés de pharmacie, les facultés bucco-dentaires, la médecine générale, la chirurgie, la pédiatrie, etc., etc. Pour tous ces volets, nous avons des documents harmonisés qui existent et qui sont utilisés par nos spécialistes. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le Centre africain et malgache de l'enseignement supérieur pour aider les pays dans la promotion de l'enseignement supérieur. Bien que cela sorte légèrement de notre mission, et compte tenu du fait que ça rentre dans la formation, nous sommes allés au-delà pour renforcer l'enseignement supérieur et la recherche dans nos États en travaillant avec les ministères sectoriels en charge de l'enseignement supérieur et ceux de la santé. Et à ce titre, nous avons également des écoles que nous utilisons pour la formation de nos agents. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'université de Ouaga, par exemple, pour un cours nouveau qu'on a créé sur l'épidémiologie des terrains et des laboratoires. Parce qu'avec la crise Ebola, nous avons vu que c'est un domaine pour lequel nous avons des besoins. Et il y avait des normes avec l'université d'Accra et avec les universités au Nigeria. Mais nous travaillons également avec des universités en dehors de notre région, avec l'université au Brésil pour la formation des cadres du Cap-Vert, par exemple, et de certains cadres de Guinée-Bissau. Et nous sommes en contact également avec d'autres réseaux de sociétés savantes au Portugal pour les pays lusophones, en Angleterre pour les pays anglophones et en France pour les réseaux des pays francophones. Et nous travaillons avec ces réseaux pour améliorer l'enseignement et sa qualité. Le troisième député, c'est M. le Président lui-même, c'est par rapport au vaccin. Je suis obligé de vous décevoir, il n'y a pas de vaccin, à ce que nous, on connaisse un vaccin efficace à l'heure actuelle. Il y a plein d'essais qui se font par-ci, par-là, mais il n'y a aucun vaccin qui a montré son efficacité. Vous savez, un vaccin, ça prend beaucoup de temps. Là encore, ne nous laissons pas berner par l'industrie de fabrication de vaccins pour qu'ils nous vendent un vaccin dont l'efficacité est peut-être à 20%, ou bien dont la dangerosité est grande encore. Donc il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication des médicaments et les gens sont continués à faire des recherches. Et pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas un vaccin qui est disponible et qui est efficace. Donc, on va continuer avec la prévention, avec les mesures d'hygiène, les mesures d'assainissement et surtout l'offre de soins quand c'est possible pour soigner les malades. L'autre chose, je voudrais vous dire que toutes les assemblées des ministres de la Santé, j'invite systématiquement le Parlement de la CEDEAO. Par le passé, le président de la Commission Santé était une dame du Mali, a participé régulièrement à toutes nos réunions et je l'invite systématiquement à toutes ces réunions. Et donc, désormais, vous serez vous aussi invités à l'ensemble des grands événements de santé pour que vous soyez là représenter le Parlement et être notre porte-parole auprès du Parlement pour faire des plaidoyers ensemble
Et je voudrais vous dire que nous sommes en train d'organiser avec le Parlement du Burkina une grande réunion sur les dividendes démographiques entre octobre, novembre, septembre. On n'a pas encore décidé des dates. Et le Parlement de la CEDEAO sera bien sûr associé à cet important événement que nous allons organiser dans les prochains mois. Merci encore, honorable député, de nous avoir associés. Nous avons été très heureux d'être avec vous et répondre à quelques préoccupations. Encore une fois, nous n'avons pas eu la prétention de répondre à toutes vos préoccupations. Merci.